Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on est en studio et oui on est au chaud parce que c'est l'hiver, hein, donc on est bien à la maison et on va répondre à une question qu'on me pose souvent depuis des années, à savoir, elle est récurrente, hein, quand j'avais fait mes premiers voyages c'était déjà une question que des gens m'avaient posée et ça continue, à savoir est-ce qu'il faut savoir parler le japonais pour venir voyager au Japon, faire un premier voyage et ne pas être voilà, la crainte de rien comprendre, d'être perdu, que tout soit compliqué puis finalement le voyage tourne en catastrophe. Est-ce que c'est vraiment une obligation? La réponse, elle est très simple, elle est très rapide. Non, ça ne doit pas être un frein pour votre voyage au Japon. On va venir en détail pour expliquer pourquoi, je vais vous donner des exemples pour vous rassurer, et je vais vous donner aussi quelques tips sur place qui permettront aussi d'avoir une vie beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose vraiment souvent, puis je vois des gens parfois qui se forcent à apprendre le japonais juste pour un voyage au Japon, et qui vont du coup repousser en disant bah oui mais il faut que j'apprenne les bases, ça prend du temps, et qui du coup n'y vont pas à cause de ça. Et c'est dommage, parce que vraiment, vous n'en avez pas besoin. Vous allez pouvoir passer un très bon voyage, vous allez pouvoir profiter, même en ayant zéro base. Alors bien sûr, je conseille toujours d'apprendre les trucs basiques n'importe où vous partez en vacances, c'est-à-dire le bonjour, le au revoir, le merci, les 3 mots magiques, ça fait toujours plaisir aux locaux, voilà, puis ça fait un petit effort, mais à part ça, vous n'avez pas besoin de plus pour voyager. Bien sûr, si vous avez envie d'apprendre le japonais, allez-y, foncez, mais ça ne doit pas être un frein pour votre voyage. Mais allez, on va vous expliquer tout ça en détail. Et on va commencer par le basique, par l'accessibilité. Bah oui, l'accessibilité quand vous allez être sur place, pouvoir vous déplacer, pouvoir comprendre, prendre les transports, les métros, etc. Bref, la base de la base. Bon, déjà, il faut savoir que dans les aéroports, dans les gares, tout est traduit en anglais. À part si vous allez vraiment dans une gare, dans un tout petit patelin au Japon, où là peut-être qu'il n'y aura pas de traduction, mais la plupart du temps, vous allez avoir des informations en anglais. Bon, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, mais pour comprendre, voilà, le nom de la station, le nom de la ligne, le numéro, tout est indiqué et c'est quand même très simple. Moi, je ne suis pas, même pendant mes premiers voyages, je me suis amélioré en anglais depuis, mais mes premiers voyages au Japon, j'étais pas non plus quelqu'un de très doué en anglais. Je ne parlais pas un mot de japonais pour mon premier voyage et j'ai eu aucun souci pour me repérer. Dans le métro, pour vous donner un exemple, à Tokyo, il y a par exemple les lignes qui sont indiquées sur le sol avec des couleurs, et tout est vraiment mieux indiqué même qu'en France, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir que dans 600 mètres, votre ligne, vous allez arriver d'ici 600 mètres ou 500 mètres. On va aussi, du coup, vous indiquer à l'intérieur des rames que la sortie pour aller dans telle station ou tel autre métro, il faut mieux aller par ici, en début de wagon ou en fin de wagon. Bref, tout est très simple et très bien indiqué. C'est quand même très difficile de se perdre. Alors après, parfois, bien sûr, il y a des gens qui sont moins débrouillards que d'autres et qui sont paniqués un petit peu plus. Il n'y a pas de mal, voilà, c'est comme ça, on est humain, on a tous nos qualités et nos défauts. Mais dans l'ensemble, vous allez quand même pouvoir vous repérer très facilement. Tout est indiqué en anglais, donc pas de problème dans les transports. Et puis en plus, maintenant, vous savez, hein, ça fait des années maintenant qu'on a un smartphone avec nous. Voilà, c'est pas nouveau. Et qu'avec un smartphone, on peut avoir Google Maps. Et Google Maps, ça sera votre meilleur allié au Japon. On ne peut pas se perdre. C'est-à-dire qu'avec Google Maps, vous allez toujours pouvoir trouver votre chemin, vous allez pouvoir vous repérer. Vous avez les horaires de train aussi, de transport sur Google Maps, même si tout n'est pas parfait. On en reparlera un jour sur comment organiser la partie train, etc. Mais c'est déjà une bonne base pour avoir les horaires, avoir les transports, savoir les stations. Tout sera bien indiqué. Bref, vous ne pouvez pas vous perdre, c'est très compliqué. Le métro à Tokyo est tentaculaire, vraiment. C'est plein de stations privées, plein de choses différentes. Mais pourtant, ça passe crème. Voilà, il n'y a pas de crainte à avoir, il n'y a pas de problème. Et surtout, le japonais est sympathique. Dans l'ensemble, bien sûr, vous allez pouvoir tomber parfois sur des japonais un peu grognons, mais le japonais a le sens du service et veut aider. Voilà, ça c'est quand même un classique, vous l'avez sûrement dû entendre plein de fois, mais combien de fois ça arrivait à des gens d'être un peu genre perdu, genre oh là là où je suis, et puis finalement il y a quelqu'un qui va arriver et puis qui va essayer de vous aider, même s'il parle pas la langue, même s'il parle pas anglais, qui va essayer de comprendre avec deux trois mots comme ça, on va s'en sortir, et qui va vous amener jusqu'à la destination. Ça arrive souvent ici, effectivement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit une crainte pour vous. Il ne faut pas que vous ayez peur de vous dire ah je vais me perdre, c'est compliqué, je vais rien comprendre, mais mon anglais il est pas bon, je sais pas dire grand chose. C'est pas très grave parce que eux non plus ne parlent pas anglais de toute façon. On généralise encore une fois, hein. Il y a plein d'endroits où les gens peuvent parler anglais, mais moi je suis toujours autant surpris qu'à Kyoto, il y a certains hôtels, même à Tokyo, hein, où il n'y a pas de staff qui parle anglais. On dit quand même, il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent au Japon, et pourtant on en est encore là à ne pas avoir de staff qui parle anglais. Mais on arrive
toujours à s'en sortir, car il y a cette gentillesse et ce sens du service qui est présent, et ça enlève du stress, ça enlève vraiment du stress. Je vais vous prendre un exemple concret de 2 situations à 2 endroits différents. Moi, j'ai vécu aussi en Écosse. Mon anglais n'est pas très très bon, et pourtant mon anglais est correct. Je peux me débrouiller, je peux commander des choses, je peux parler, avoir une conversation assez basique, je vais manquer de vocabulaire, je vais faire des fautes de grammaire, mais c'est compréhensible. Quand je suis allé en Écosse pour commander un café, parfois dans un café, normal, hein, dans un café, on commande un café, eh bien j'ai galéré. C'est-à-dire que j'ai juste demandé le café qui était sur la carte, et le serveur me regardait comme ça. Qu'est-ce que tu dis? De quoi parles-tu? Mais tu viens de quelle planète venez-vous, monsieur? Je ne comprends pas votre langage. Essayez de vous exprimer. Alors, pourtant, j'exprimais avec des gestes, puis voilà, c'était un café, hein. Le café s'appelait Kalita, il n'avait que ça sur la carte. Et voilà, j'étais Kalita, filter coffee, Kalita. Et vous voyez qu'il ne me comprenait pas, donc j'ai essayé de plusieurs façons. Donc Kalita, 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 Kalita. Ouais, j'ai essayé tous les trucs possibles, puis il était là, comprenait pas, et j'avais beau lui montrer, il faisait aucun effort. Vraiment aucun effort pour comprendre. Et au bout d'un moment, il fait «Oh, Kalita!» C'est ce que je te dis depuis 25 minutes. Alors oui, peut-être qu'il y avait une intonation qui n'était pas parfaite, mais de toute façon, t'as qu'un truc sur ta carte, t'as qu'un café. Donc voilà, et en plus, le truc rigolo, c'est que Kalita, c'est un café japonais, c'est une façon de faire le café japonaise, une méthode. Et donc on dit Kalita, voilà, on dit pas Kalita, voilà, c'est Kalita. Si tu veux vraiment le prononcer correctement, mec, fais ça bien. Mais bref, vous voyez, il y avait ce côté un peu dérangeant, où du coup, tu n'arrives pas à te faire comprendre, et puis la personne en face te met mal à l'aise, finalement. Au Japon, je suis venu vivre ici, vraiment vivre. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot quand je suis venu vivre. Là, je ne parle même pas de voyage, je suis venu vivre. J'ai dû faire énormément de choses par moi-même sans parler, et puis des choses compliquées, pas juste commander un café. Je n'ai jamais ressenti ce malaise. Parfois, ça peut arriver, genre c'est un peu compliqué, puis voilà, mais il n'y a pas de malaise. La personne en face va vous mettre dans des bonnes situations et vous allez vous comprendre. Et pourtant, elle ne parle pas le langage. C'est-à-dire que vous allez essayer de parler un langage commun que les deux n'arrivent pas à parler, mais vous n'êtes pas mal à l'aise. Et ça, bah, c'est quand même un gros confort, et encore plus quand on part en voyage et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, ce que je comprends totalement. Donc, ne pas s'inquiéter pour les trains, ne pas s'inquiéter donc pour les transports, pour se déplacer, tout est simple, tout est indiqué, et surtout Google Maps. Ça, c'est le principe de base. Il faut avoir Google Maps sur son téléphone. Vous pouvez l'avoir en version en ligne, ou Google Maps peut aussi se télécharger en local. Comme ça, si vous n'avez pas Internet à un moment donné, pas de problème. Vous n'aurez pas effectivement toutes les dernières reviews et autres, mais vous pourrez au moins circuler facilement grâce à Google Maps. Donc ça, c'est le conseil essentiel, avoir Google Maps sur son téléphone ou plan si vous êtes chez Apple, et garder la version offline au cas où, même si on va en revenir, effectivement, avoir Internet, c'est quand même un must-have quand vous allez partir au Japon, et surtout pour se rassurer si vous êtes un peu, parce que cette vidéo s'adresse aux gens qui vont être un petit peu genre perdus, qui vont avoir un peu peur. Et encore une fois, il n'y a pas de mal, hein, ça peut se comprendre, on a tous des peurs diverses et variées, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne peur. Mais si vous avez une crainte par rapport à ça, prenez Internet, parce qu'avec Internet, vous allez être vraiment tranquille, Google Maps et pas que. Parce que oui, avoir Internet, pour moi, c'est pas une obligation. On peut vraiment, bien sûr, se balader sur Internet, c'est sûr. Mais c'est quand même un confort. Un confort qui est quand même pas négligeable. Et encore plus si vous êtes dans la crainte de partir au Japon, que vous avez un peu de stress, ou vous voulez vraiment vous la jouer en mode super safe. Avoir Internet, c'est efficace. Vous allez avoir pouvoir Google Maps, bien sûr, pour circuler. Google Translate, qui va vous sauver pas mal de fois. Maintenant, il y a une époque où on arrivait au Japon, on n'avait pas tous ces trucs de traduction, et donc bah, fallait se débrouiller. Maintenant, Google Translate, vous traduisez un menu, vous prenez en photo, tac, vous avez la traduction instantanée, vous avez Internet, du coup, vous pouvez avoir la traduction aussi. Alors, vous pouvez aussi télécharger, c'est aussi quelque chose à faire aussi, vous pouvez télécharger les dictionnaires, comme ça marche en mode offline. Un conseil, hein, on sait jamais, hein, même si vous prenez Internet, il suffit qu'à un moment donné, ça ne marche pas, ce qui est rare, mais à un moment donné, votre Internet ne fonctionne pas, vous avez au moins voilà, le truc dans votre téléphone, en mode offline, et du coup, encore une fois, c'est safe. Pourquoi se stresser alors qu'on peut préparer son voyage en 2 minutes et être tranquille? Google Translate, vous allez traduire bien sûr les menus, mais vous pouvez aussi traduire des conversations. Quand parfois le langage des mains ou que vraiment il y a une impasse, tap, 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 Google Translate, papa, on montre et la personne va traduire dans votre téléphone, vous regardez, et ça marche super bien. Il y a des outils aussi hein, qui permettent de traduire, mais vous venez en voyage, n'allez pas acheter un traducteur juste pour un voyage. Google Translate, pour le peu d'interactions que vous allez avoir, fera vraiment l'affaire. Et Internet, bah, c'est assez simple de l'avoir. Vous avez 2 façons, enfin 3, mais bon, l'option internationale de votre forfait, à moins qu'elle soit vraiment très bonne et que vous l'utilisez déjà, pourquoi pas. Mais souvent, quand on part en voyage, il y a 2 solutions qui sont basiques, enfin 3 on va dire. Il y a acheter une carte SIM sur place, ça se fait,
mais c'est du stress aussi, parce qu'il va falloir aller dans une boutique, il va falloir vous parliez peut-être, bon logiquement la personne va parler anglais, mais il va falloir trouver la boutique, chercher. C'est faisable, il n'y a rien de très compliqué, mais si vous êtes quelqu'un de stressé, je pense que les gens qui regardent cette vidéo sont un peu stressés à la base, je vous conseille pas forcément celle-là. La solution que je vous conseille plus, c'est la carte eSIM. La carte eSIM, donc c'est une carte finalement, il faut que votre téléphone soit compatible eSIM, donc recherchez ChatGPT, Google, vous demandez voir si votre téléphone est compatible. Et en fait, c'est une application que vous allez télécharger en amont, avant de partir en voyage, et vous allez acheter une genre de carte SIM virtuelle qui va vous permettre du coup de l'activer avant de partir, et quand vous êtes sur place, vous n'avez rien à faire. Votre téléphone a déjà la carte SIM locale, en gros, et vous allez pouvoir acheter des datas, parce que y a un forfait, genre 5 gigas, 10 gigas, etc. C'est à vous de voir comment vous utilisez Internet. Et vous pouvez aussi après faire du topping facilement sur place. C'est-à-dire que si vous avez utilisé tous vos datas, vous pouvez racheter on va dire un peu plus de data et une nouvelle carte eSIM en quelque sorte. C'est vraiment très pratique si votre téléphone le fait, parce que ça permet de tout préparer en amont et pas de stress en arrivant sur place en disant ah merde, faut que j'aille quelque part, faut que je trouve un wifi pour trouver la boutique ou acheter. Non, là vous partez, vous avez déjà préparé votre internet. Ça, c'est assez moderne. Il y a des sites comme simbud.com, si vous voulez aller voir, donc qui permet de, je ne suis pas sponsorisé, etc., hein, mais qui permet de comparer par exemple les eSIM et de voir, vous choisissez le pays, puis vous pouvez comparer dans quel pays vous allez voyager et dire bah tiens, il y a tel ou tel plan qui m'intéresse, et vous comparez plein de providers parce qu'il y a énormément de providers qui sont disponibles. Je ne vais pas vous en conseiller un spécifiquement, je vous laisse chercher sur internet, il y a déjà plein de reviews, parce qu'il y en a sûrement qui marchent mieux au Japon que d'autres. Donc voilà, pour la partie eSIM, c'est très simple et c'est efficace, vous avez ça sur votre téléphone, franchement c'est chouette. Par contre, il y a un côté un peu négatif, c'est que c'est pour un téléphone. Donc si vous voulez par exemple chacun avoir votre internet, il va falloir chacun avoir sa carte eSIM. Vous pouvez partager votre connexion à quelqu'un d'autre, mais c'est toujours pas très pratique. Et si à un moment donné vous voulez, je sais pas, vous allez à tel endroit, puis votre conjoint va dans un autre endroit où vos enfants veulent aller au Pokémon Center, vous n'avez pas envie, si tout le monde va avoir internet puis se retrouver en disant bah attends, pendant 1 heure on vadrouille et puis après on se retrouve à tel endroit, bah si vous avez tous internet, c'est quand même plus pratique. Donc là il faudra prendre une carte eSIM chacun, donc ça peut faire un peu monter le budget, mais en général c'est pas si cher que ça. À savoir aussi pour ceux qui voyagent, pas qu'au Japon, mais qui vont voyager en Asie, il y a des plans qui permettent d'avoir des cartes eSIM qui vont être utilisables dans plusieurs régions d'Asie. Donc vous allez pouvoir par exemple aller en Corée et aller au Japon en utilisant la même carte eSIM. Donc pas besoin de changer, pas besoin de payer de trucs, c'est des plans qui sont on va dire un peu plus régionales. Et ça, je vous parle d'Asie, mais ça se fait aussi ailleurs, hein, si vous voyagez dans d'autres endroits. Donc il y a cette option-là. Donc il y a l'option d'acheter une carte SIM sur place, vous enlevez la carte SIM, vous la mettez dans votre téléphone. Cette option de la carte SIM a un truc un peu sécure, c'est que vous allez enlever votre carte SIM, et du coup vous êtes sûr que vous n'allez pas faire de hors forfait ou de choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours, faut faire attention à ça. Donc il y a cette option-là, ou alors sinon il y a l'option du Pocket Wi-Fi. L'option du Pocket Wi-Fi, bah, en gros, pareil, vous allez commander quelque chose en amont, qui est un genre de petit, qui fait cette taille-là, on va dire, et qui va vous permettre en fait d'avoir Internet avec vous par vous. C'est un genre de routeur Wi-Fi que vous avez avec vous. L'avantage, c'est que vous pouvez partager votre connexion avec plein d'appareils. Si vous avez un iPad, si vous avez une tablette, vous avez un téléphone, vous êtes 3 à avoir un téléphone, vous avez la Nintendo Switch et tout, etc. à l'hôtel pour le soir quand vous voulez. Vous pouvez tout plugger sur le même appareil. Les connexions marchent très très bien. Moi, je l'ai utilisé souvent. Je l'ai utilisé en voyage, mais je l'ai utilisé aussi quand j'ai habité ici la première année. J'avais pas d'internet chez moi, mais j'avais un Pocket Wi-Fi qui me permettait d'avoir internet chez moi et d'internet dehors. Là aussi, il y a des forfaits avec des datas et des forfaits illimités, suivant combien vous payez. Il y a plein d'options possibles. Le Pocket Wi-Fi, moi je recommande quand vous voyagez tout seul ou alors en famille mais que vous êtes groupé, parce que ça va être très pratique. Par contre, le désavantage du Pocket Wi-Fi, c'est que dès que vous allez vous éloigner les uns des autres, bah, c'est celui qui a le Pocket Wi-Fi qui aura Internet, les autres ne l'auront plus. Donc il faut prendre ça en compte. Et alors pourquoi je vous parle, je fais un fixette sur Internet, parce que pour moi, pour la crainte de la langue, avoir Internet et avoir un bon Internet avec soi et bien préparé, c'est totalement possible au Japon. Et bah, ça vous permet de contourner plein de problèmes qui peuvent arriver, qui ne sont pas vraiment des problèmes, mais voilà, du stress par rapport à la langue. Google Translate, Google Maps, sélectionner les trains, faire des recherches aussi parfois. On va faire des recherches sur des infos à droite à gauche. C'est des trucs basiques, mais c'est hyper efficace. Vous pouvez aussi avoir votre carte de transport, par exemple, sur votre téléphone. Donc si vous avez Internet avec votre carte de transport, vous pouvez faire un topping en direct et mettre de l'argent sur votre carte de transport. On en parlera un jour des transports. Mais vous pouvez utiliser votre téléphone comme carte de transport, et du coup, bah, si vous n'avez plus d'argent, que vous n'avez pas topé assez, vous avez Internet, vous êtes perdu au milieu de nulle part, pas que je rajoute un peu d'argent, et je peux réutiliser le train sans problème. Voilà, c'est la facilité. Mais on va aussi parler d'autres choses, j'en ai parlé un peu au début, mais c'est effectivement l'accueil et le côté chaleureux des Japonais qui va vous rassurer aussi pour venir au Japon.
Dernière partie, pour essayer de vous rassurer sur un voyage au Japon, c'est les Japonais. Les Japonais, j'en ai déjà un petit peu parlé. Comme je l'ai dit, il y avait une grosse différence, par exemple, avec mon anglais qui est meilleur, alors que le japonais, je parlais pas, et que je me suis senti beaucoup moins mal à l'aise, finalement, au Japon, en comprenant rien, qu'en étant en Angleterre, en ayant un niveau à peu près correct. C'est quand même très particulier au Japon. Les Japonais, vraiment, sont dans le sens du service. Le client est roi, et surtout, en public, on ne fait pas d'esclandre, et le groupe est important. Donc, on est beaucoup moins centré sur soi, même si c'est vrai que les Japonais, dans un train, vous allez voir, tout le monde est dans sa bulle, etc. Mais si vous avez un jour un problème, si vous vous sentez pas en danger, mais qu'il y a voilà, quelque chose qui se passe, vous allez être un peu perdu, vous pouvez être persuadé, si vous êtes avec une carte dans la rue, bon après qui a encore une carte, mais que vous êtes en train de regarder comme ça, puis que vous savez pas trop, vous pouvez être sûr qu'au bout de 5 minutes, quelqu'un va venir pour essayer de vous aider. Peut-être que ça va faire plouf, parce qu'il y aura des problèmes de communication un peu, que ça va être compliqué, mais il y a ce sentiment de sécurité finalement. Puis le Japon est connu aussi pour la sécurité, donc vous avez des craintes en moins. Et par rapport à la langue, de toute façon, on se comprend. J'ai vécu ici, alors là je vous parle pas de voyage, mais j'ai vécu ici en ne sachant pas parler japonais. En arrivant, je n'avais aucune base. Je suis arrivé, c'était très compliqué. Et pourtant, j'ai ouvert un compte en banque, j'ai ouvert un téléphone, j'ai pris un appartement, voilà, et je me suis débrouillé. Vous allez toujours pouvoir tomber parfois sur des gens qui vont un peu comprendre l'anglais. Ça peut arriver, mais bon, vous basez pas trop là-dessus parce qu'effectivement, l'anglais n'est pas non plus une langue très utilisée au Japon. Ça s'améliore un peu avec le temps, et encore, je ne suis pas forcément sûr. Mais avec les gestes, en montrant les choses, voilà, avec un sourire, et les Japonais de toute façon vont faire les efforts et vont pas vous mettre mal à l'aise, on s'en sort. On arrive à commander facilement, on arrive à se comprendre. Et puis après, je voudrais aussi remettre un truc, c'est qu'il y a aussi un peu le côté aventure. N'ayez pas peur parce qu'il ne se passera rien de grave. Ouais, il ne se passera rien de grave. Et donc même si vous ne comprenez pas, que vous allez peut-être commander un truc un peu bizarre, oui, alors effectivement, ça va peut-être pas être très bon, vous allez manger un truc, vous voulez pas manger du poulpe par exemple, parce que le poulpe, vous allez commander, vous allez arriver à avoir du poulpe dans votre assiette, ça peut arriver, ça va peut-être vous dégoûter, vous allez dire, oh mon Dieu, mais c'est l'aventure, et puis ça fera des bons moments de rigolade, il y aura rien de grave. C'est-à-dire que tout va quand même bien se dérouler, les choses graves, il y en aura a priori pas. Bien sûr, on croise les doigts, il peut arriver quelque chose dans la vie qui se passe mal. Mais dans l'ensemble, tout se passera très très bien. Moi, j'ai jamais eu de problème, tous mes voyages sont toujours bien passés. Je me rappelle la première fois où j'ai essayé de parler, par exemple, dans un Starbucks, parce que le deuxième voyage, j'avais pris quelques cours, j'étais un peu plus à l'aise et je me suis dit, allez, je vais commander mon café dans un Starbucks, je vais être grand et je vais faire un peu le bonhomme, quoi. Maintenant, je peux parler un petit peu, je me la joue, let's go. Pour vous dire, hein, parce que là, j'avais quand même une base de japonais. Donc j'ai préparé ma phrase, je l'ai répété 15 fois parce que j'étais un peu en stress. J'arrive devant la demoiselle et je commande mon Starbucks, je suis hyper fier de moi, je fais ma phrase, ça passe nickel, à l'aise. Pas de bégaiement, tout est parfait, c'est super. Sauf que j'avais pas prévu qu'elle me pose une question en retour. Elle m'a posé une question très simple, qui était en gros sur place ou emporter, mais je ne connaissais pas ces mots-là. Et je me suis retrouvé avec le gros bug. Puis vous savez, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Genre, vous êtes hyper fier de vous, genre waouh, j'étais un cadre, j'ai réussi à parler, et là, mince, la panique. Parce que du coup, vous étiez un peu dans un confort, et là, tout le confort vient de s'écrouler. Une mini panique de quelques secondes, mais qui a duré une fraction de seconde. Parce que très facilement, on s'est compris. Elle m'a montré, elle a vu, je comprenais pas, elle m'a regardé, elle s'est pas foutue de ma gueule, elle a pas fait, oh mon dieu, hein, ouais, Michi, on est encore avec un touriste qui comprend rien. Non, elle a été très gentille, un grand sourire, elle m'a montré le plateau, elle m'a fait comme ça, et j'ai compris. Elle s'est dit, ah ok, elle me demande si je veux manger ici sur place ou emporter. Et bah, je lui ai montré le plateau et je fais, ah, et voilà. Très très simple. Bref, il n'y a pas de stress. Pour les réservations, il y a aussi des sites en anglais qui existent maintenant, quand même. C'est pas toujours le cas, attention. Mais vous avez maintenant un outil qui s'appelle Google Translate sur votre ordinateur. Sur votre navigateur, vous installez la petite application pour traduire et il peut vous traduire la page. Et dans la plupart des cas, vous allez pouvoir vous en sortir. Bien sûr, parfois il y a des trucs un peu compliqués, mais si vous êtes sur place, que vous voulez réserver quelque chose de spécial, parce que vous en avez entendu parler, bah, vous allez pouvoir vous débrouiller. Bref, franchement, maintenant, être touriste et venir au Japon, je pense que dans les années 80, ça devait être sûrement plus compliqué. Maintenant, avec tous les outils qu'on a, vous n'avez pas à avoir peur, vous n'avez pas à avoir de stress. Vous n'avez pas à se donner une obligation d'apprendre le japonais. Vous allez pouvoir voyager très bien, profiter. Mon premier voyage, je ne parlais pas un mot et j'ai kiffé. J'ai adoré mon expérience sur place, je n'ai eu aucun problème. Vraiment aucun problème. Je n'ai eu aucun stress. Je suis parti tout seul, c'était la première fois que je faisais un voyage tout seul. Mon anglais n'était vraiment pas bon à l'époque, je parlais pas un mot de japonais, et je suis parti un mois. Ça aurait pu être stressant, hein, vraiment. Rien, mais vraiment zéro souci. Ça a été un voyage idéal. J'en garde encore, c'est mon plus beau voyage que j'ai fait. Je suis reparti au Japon après 2 mois, mais mon premier voyage a été vraiment la découverte. Donc ne vous freinez pas, s'il vous plaît, pour partir en voyage au Japon. Franchement, ça serait dommage. Vous allez pouvoir vraiment profiter. Il n'y a pas de crainte. Si ensuite vous avez quand même
des craintes, que vous êtes vraiment quand même très stressé, parce que parfois on a beau vous le dire, mais voilà, ça part pas, c'est comme ça, et puis bah, voilà, c'est la vie. Vous pouvez aussi vous aider. Vous pouvez utiliser des guides, il y a des très bons guides au Japon, vous pouvez utiliser des traveling planners, il y en a qui sont très bons, des agences de voyage. Après, attention, on en reparlera peut-être un jour si vous vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais vous parler un peu de guides, vous recommander des guides et des travel planners que je connais, je sais qu'ils font du bon travail, parce qu'il y en a d'autres qui font du travail qui sont moyens, alors qui sont mauvais, mais vous allez payer un service qui ne vaut pas ce que vous allez payer, clairement. J'ai déjà vu par exemple des agences de tourisme ou des travel planners qui finalement donnent des conseils qui sont basiques, ça va pouvoir vous aider, donc vu que vous avez besoin de basiques, ça ira, mais vous n'allez pas avoir l'expérience supplémentaire. Et vu que vous payez, bah, ça serait bien d'avoir la petite expérience supplémentaire. J'ai vu beaucoup de travel planners, par exemple, dire des bêtises sur Internet et ne pas connaître les lieux finalement dont ils parlent. Ils n'ont pas beaucoup voyagé, ils aiment juste le Japon, ils ont fait un voyage une fois, et ils considèrent qu'ils peuvent être travel planners. C'est pas que ça, voilà, effectivement, d'organiser un voyage, ou comme guide, il y a des très bons guides, puis il y en a des un peu moins bons. Bref, si vous voulez un jour qu'on parle de tout ça, puis de savoir comment un peu repérer les bons et des mauvais, dites-moi dans les commentaires, puis je pourrais faire une vidéo là-dessus. Après, bien sûr, quand je dis bon et mauvais, ça va dépendre aussi de votre personnalité, de ce que vous recherchez. Voilà, y a pas non plus de très mauvaises expériences, je pense, c'est rare, à moins si la personne vous arnaque, mais ça, a priori, ça se sait assez vite. Voilà, je pense que ces gens-là ne durent pas très longtemps. Autre petite chose quand même à garder en tête, comme je vous l'ai dit au début, oui, on s'en sort très bien, on a Internet partout, tout passe bien, puis voilà, tout est traduit. Beaucoup de choses sont traduites, et en tout cas avec Internet, on s'en sort. Si vous êtes dans une zone très rurale, c'est possible que là, par contre, parfois Internet saute un peu. Et encore, moi j'ai fait des balades en forêt où Internet passait très très bien dans des endroits très perdus, donc comme quoi ça passe. Mais c'est possible que la gare ne soit pas du tout traduite, que tout soit écrit en japonais. Mais encore une fois, le contexte fait qu'on s'en sort et que les gens vont être gentils. Même si on n'arrive pas à communiquer, qu'on parle pas la même langue, on va réussir à s'en sortir. On va se faire comprendre avec des gestes. Il y a toujours des bonnes intentions de la part des Japonais, en tout cas vers les touristes, vers les services. Attention, hein, quand on vit sur place, la vie est différente, mais quand on est en vacances, vous allez être bien servi, vous allez être bien reçu, et on va essayer de vous aider, même si c'est compliqué. Donc, ne vous freinez pas. On va s'arrêter là-dessus, mais vraiment sur ce mot-là, ne vous freinez pas pour partir en voyage au Japon. Si la langue vous fait peur, essayez de mettre ça dans un carton, l'oubliez. Mettez-le ailleurs et dites-vous non, allez, on n'y pense pas parce que faut pas que ça nous arrête, parce que vous allez passer à côté d'un pays qui est magnifique à voyager, d'un très beau voyage, et je peux vous assurer que vous avez quasiment aucune chance de passer un mauvais moment juste parce que vous ne parlez pas la langue. Vraiment. Donc voilà, on a fini pour cette petite émission en studio sur les langues au Japon et savoir si le japonais est important pour venir voyager au Japon. Je pense qu'un jour je vais faire la version au-dessus, de savoir est-ce qu'il faut savoir parler japonais pour vivre au Japon. Là aussi, moi vous savez que je suis quelqu'un d'assez voilà, entre les deux. Je vais pas vous dire oui, je vais pas vous dire non, je pense que tout est possible, mais que ça va dépendre des profils, ça va dépendre de vos attentes. Mais on en parlera une autre fois et on fera d'autres conseils voyage si ça vous intéresse. Je peux vous faire par exemple aussi, j'ai prévu, je pense, de vous faire des petits parcours d'une semaine, 2 semaines, ou pour les gens qui restent un mois. On peut parler d'internet un peu plus en détail aussi, pour ceux que ça intéresse, où je peux vous donner des bonnes infos, des bonnes pratiques pour avoir un internet qui soit cool et qui marche bien ici. Car il faut faire attention, par exemple, les free Wi-Fi, il y en a beaucoup moins qu'en Europe. C'est une chose à savoir aussi, donc c'est pour ça que c'est mieux de préparer un peu en amont son internet. Mais on peut faire ça encore une fois. Bref, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez trouvé cet épisode utile, le petit pouce qui va bien, vous vous abonnez, ça fait plaisir et ça fait marcher l'algorithme. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si j'ai la réponse, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit comme d'habitude? Ciao, bye bye, matane et surtout bon voyage au Japon.